Bonjour à tous. Je vais faire monter Nadège sur scène. Une petite seconde. L'événement, enfin, on va démarrer la présentation dans 2 petites minutes. Le temps qu'on fasse monter sur scène tous les intervenants. Donnez-nous quelques secondes, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, Nadège. Bonjour Nadège. Je crois que ton micro est coupé. Est-ce que tu peux faire un... Non, ton micro est encore coupé. Est-ce que tu peux faire un test de... En attendant qu'on règle ce problème de micro, on va juste faire un test caméra et son. Pour les participants qui viennent de se connecter, est-ce que vous nous entendez bien, hormis Nadège? Vous pouvez communiquer ça dans le chat qui est situé à droite de votre écran. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Donc, Asana, vous nous dites que le son est bon, hein? Ok, on vous attend. Julie, ok, on nous entend. Bon, ben nickel. Bon, ben écoutez, on n'a plus qu'à trouver une solution pour le son de Nadège. On va se donner 2 petites minutes. Ça va permettre à tout le monde de se connecter en plus. Hop. Nadège, n'hésite pas à me communiquer les infos dans le chat, hein, si jamais tu as des soucis. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, on va y arriver. On a prévu avec Nadège de faire une présentation à 2 voix. Donc effectivement, si Nadège n'a pas sa voix, il va nous manquer quelque chose. Clique pour activer. Je réessaye. Nadège, peut-être que tu sais, on a modifié tes droits d'accès, on t'a mis organisatrice sur Livestorm. Peut-être que si jamais tu n'y arrives pas, une déconnexion, reconnexion, peut-être que ça pourra régler le problème. Ah ben voilà, ça y est, on t'entend. Oui, mais vous m'entendez? Ouais, pour moi, je vous entends. Là, c'est bon. Ouais, c'est nickel. On va pouvoir démarrer. Julie, c'est Ah, bon? Tu entends Nadège aussi? Oui, oui, très bien. Bon, eh ben, allez, c'est pas le génial. On bon va micro pouvoir. en fait, mais c'est pas grave, vous m'entendez, c'est l'essentiel. Ça va. Bon, ben super. Ben écoutez, on va pouvoir démarrer. Merci à tout le monde de vous être connectés. Donc aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet important puisqu'il consiste au management du système d'information au sein d'un organisme gestionnaire. Alors, les informations pratiques, comme d'habitude sur nos webinaires, c'est que vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est situé à droite de votre écran. Mais en fait, au-delà de ça, Nadège et moi, on vous encourage à poser vos questions. Vous savez, animer un webinaire, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas si nos propos interpellent nos interlocuteurs, si ça l'immobilise, si c'est vraiment ça qui est attendu. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est détendu, on répondra à toutes vos questions, même si elles sont éloignées du sujet. Notre objectif, c'est vraiment que vous appreniez quelque chose ou que vous puissiez participer ou faire avancer ce sujet-là. Et donc, vous aurez dans cette présentation nos coordonnées, nos portables et nos mails. Hein, donc, n'hésitez pas, si on peut vous être utile, nous sommes là pour ça et ce sera avec grand plaisir. Nous allons donc nous présenter. Nadège, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Nadège Vanest, donc je suis directrice des services de l'information et de l'organisation au sein de l'association IRSAM, qui est un organisme gestionnaire dont le siège est à Marseille. Et je suis également, j'interviens sur un temps partiel au grade au titre du collectif SI médico-social PACA. Et puis j'ai aussi, j'étais aussi experte numérique auprès de la NAP. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai un peu plusieurs casquettes, mais je vais plutôt vous parler de mon expérience en tant que DSIO de l'IRSAM. Et donc, me concernant, Jean-Rémy Pugibé, j'ai donc le titre de chef de produit SMS numérique au sein du GRAD et PACA et donc au sein du collectif système d'information médico-social. Et donc, j'ai un profil de cadre soignant et de directeur d'établissement.
et j'ai un rôle donc dans la promotion de l'appel à projet ESMS numérique, dans l'accompagnement des usages. Et dans cette présentation, à deux voix, je prendrai ma casquette plutôt de directeur d'établissement, quand Nadège gardera sa casquette de directrice des systèmes d'information de son organisme gestionnaire. Je prends juste 10 secondes pour vous parler du collectif médico-social, donc qui a été créé en 2021 par les fédérations du secteur, par la RS PACA et qui est hébergé par le grade PACA, donc le grade d'innovation e-santé Sud. Et donc le collectif médico-social a un rôle d'animer un réseau de ressources et de compétences numériques pour créer un lieu d'entraide, faciliter les montées de compétences et faire connaître les projets nationaux et régionaux et participer à la stratégie régionale et nationale du numérique en santé. Alors, nous allons dans cette présentation aborder 5 points. Le contexte des systèmes d'information dans le secteur médico-social, la cartographie d'un système d'information, donc le SI, système d'information, vous le verrez à de multiples reprises, élaborer une feuille de route d'un SI, gérer l'environnement et les prestataires du SI, et un point sur les actualités régionales et les ressources utiles qui pourraient être utiles pour les directions des ESMS, pour les DSI et les RSSI. Alors, on commence par le premier point, le contexte des systèmes d'information dans le secteur médico-social. Alors, déjà, je vais commencer par vous dire quelques généralités pour ouvrir le sujet. Vous voyez sur la partie gauche, la photo avec les documents. En fait, ça, c'est un système d'information. C'est comme ça. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ni plus ni moins de la migration de ce système d'information papier, avec un mouvement qui est à l'œuvre depuis 35 ans, vers un système d'information informatisé, numérisé. Et donc, eh bien, on est encore dans ce chemin-là, un chemin qui dure depuis 35 ans, hein, qui ne sera jamais fini. Hein. Mais voilà, on va vraiment parler de ça, un système d'information, c'est ni plus ni moins que la transposition de tout ce qui vous est utile dans vos organisations pour communiquer et, in fine, prendre en charge vos bénéficiaires et vos résidents. Donc, ce préambule-là étant précisé, on a imaginé, avec les membres du collectif et d'autres acteurs du collectif médico-social, de parler de manager le système d'information au sein d'un organisme gestionnaire, parce qu'en fait, on se rend compte que ce sujet-là, dans le secteur médico-social, il est un peu moins avancé que dans d'autres secteurs d'activité, par exemple le secteur sanitaire. Que le système médico-social, comme le système sanitaire, est en recherche permanente d'efficience. Hein. Les ressources humaines, la densité de l'activité fait qu'on doit trouver le maximum de solutions pour être le plus efficace possible avec le moins de temps passé. C'est hélas nos contraintes à tous dans nos établissements, c'est nos contraintes à tous. L'objectif aussi, c'est que parler d'un système d'information efficace, c'est augmenter les chances médicales ou les chances de prise en charge pour les patients et les bénéficiaires. Il faut bien l'avoir en tête. Et que comparativement, dans le secteur de la santé, dans le secteur médico-social, on a moins de ressources humaines dédiées au système d'information que dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, notre volonté, c'est aussi d'encadrer et d'aider les organismes gestionnaires pour avoir une plus grande maîtrise du système d'information. Dans un contexte où il y a un grand nombre de politiques publiques qui sont en cours, alors je vous ai cité le programme SONS, la messagerie sécurisée de santé, l'INS, etc. Mais on en a d'autres. Et bien entendu, on a également un autre sujet qui défraie la chronique, c'est des cyberattaques qui sont parfois dramatiques, plus particulièrement au secteur sanitaire, mais on commence à en voir et on commence à avoir des retours d'expérience de cyberattaques, de gros OG, de gros organismes gestionnaires médico-sociaux. Donc, ce sujet-là, il est dense et il est d'actualité, et donc ça nous semblait important d'en parler. Alors, Nadège, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi, mais j'entends un retour de son quand tu parles pas. Tu sais, je pense que ça vient de ton micro.
Je le Si couperai jamais, du coup. Ça ouais, marche. si jamais tu vois, mais c'est pas hyper dérangeant, mais ça, je me dis que peut-être que Oui, c'est sur pas le bon d'autres, micro qui est utilisé. J'arrive pas à activer le voilà, micro de mon casque. Je suis désolée. voilà. Bon, ben c'est vrai. Je peux réessayer après, mais voilà. Mais pas de Nickel, souci, je couperai mon micro quand je parle pas. C'est de toute façon les bonnes pratiques. nickel. Nadège, je crois que je vais te laisser la parole sur cette présentation du SI en 3 dimensions. Oui, en fait, voilà, c'est pour compléter la première diapo aussi qu'a présenté Jean-Rémy. En fait, le système d'information, on ne parle pas que de l'informatique, en fait, hein. Donc, votre système d'information, c'est tout ce qui est tout ce qui permet de traiter l'information. Donc, les papiers qui existent encore, hein, les supports papier qui existent encore dans nos établissements font partie du système d'information également. Et donc, en fait, la partie technologique est l'une des trois composantes, hein, du système d'information. Donc, on le réduit souvent à l'informatique, au parc informatique, aux applicatifs. On commence de plus en plus à intégrer cette notion de parc, de matériel et d'application. Donc ça, ce sont les éléments, on va dire, technologiques du système d'information. Mais moi, je reste convaincue. Enfin, il y a trois dimensions, de mon point de vue, dans le management de système d'information. Donc, la dimension technologique, évidemment, mais il y a aussi une dimension organisationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit pas d'avoir des outils, il faut aussi organiser comment on les utilise. Donc, on parle des procédures, des process qu'on met en place en intégrant ces nouveaux outils et en conservant également les supports papier quand ils existent. Et puis, il y a une dimension de management. Aujourd'hui, c'est dire, bon, bah, ok, on prend l'exemple du DUI. Quand on le met en place, on met en place un outil. Ensuite, on se dit, bah, finalement, maintenant, avant, mon PPA, je le faisais avec un support papier ou Excel ou Word. Hein. Maintenant, je le fais dans l'outil. Et puis, c'est le chef du service qui dit, bon, bah, à partir de telle date, maintenant, on vous demande de travailler comme ça. Donc, on manage également euh, les, euh, la mise en œuvre et les outils et les process associés. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important. Euh, le message que moi je ferai passer, c'est l'outil lui-même ne se suffit pas. Il ne suffit pas de mettre en place un outil pour qu'il soit utilisé. Ça s'organise et ça se manage. Voilà pour moi les trois dimensions fondamentales d'un système d'information. Merci Nadège. Je vais compléter tes propos avec cette représentation-là. Vous la verrez à plusieurs reprises, cette présentation-là, parce que elle est importante à voir. Vraiment, c'est de dire un système d'information, eh bien, il est composé d'un système informatique et d'un système d'information avec de la technique, avec des applications, et avec ces applications qui ont une fonction pour les métiers, et les métiers au service de la prise en charge de bénéficiaires, au service d'une activité, mais également au service de la stratégie d'un organisme gestionnaire. Et vraiment, en prenant une casquette de directeur d'établissement sur ce sujet-là, quelles que soient vos fonctions au sein des structures, je vous encourage vraiment à dire, bon, où est le sujet? Est-ce qu'il est technique? Est-ce qu'il est applicatif? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il est métier? Ou est-ce qu'il est tout ça à la fois? Et le salarié à qui je m'adresse, quel est son périmètre? Est-ce que c'est purement un périmètre métier et il veut absolument pas aller sur le périmètre stratégique ou à défaut sur le périmètre fonctionnel? Et vraiment, quand vous avez cette cartographie-là, ça permet aussi de comprendre les positions, de comprendre les blocages et peut-être de mettre de l'huile dans les rouages pour que le sujet avance, puisque ça va bien être ça l'objet de nos échanges, c'est faire avancer le management et le fonctionnement d'un système d'information. Alors, je passe sur la slide d'après, puisque on a prévu avec Nadège euh, quelques questions, et c'est là où je vais vous dire, on va essayer au travers de cette présentation de répondre à ces questions-là, mais n'hésitez pas à en rajouter. Vraiment, même s'il vous plaît, rajoutez-en, de façon à ce qu'on a sans doute imaginé dans cette présentation des points que vous avez à cœur et qui nous ont échappé. Alors, comment construire et présenter une feuille de route? Première question. Pourquoi commencer par un focus sur la feuille de route et sur l'état des lieux? Quelle méthodologie, alors c'est des questions en vrac, hein, quelle méthodologie appliquer pour prioriser les projets? Comment évaluer la situation sur le plan système d'information de mon établissement? Donc voilà, quatre questions. Il y en a d'autres. Quelles sont les bonnes pratiques d'organisation à mettre en place autour de systèmes d'information en ESMS? Quel soutien pouvez-vous trouver dans votre région? Comment suivre les actions menées autour du système d'information? Quels outils disponibles pour vous aider dans vos démarches? Pourquoi est-il important de bien penser cette organisation? Voilà, donc quelques questions
et ça nous ferait vraiment plaisir que vous en rajoutiez d'autres. Donc, ça va être l'objet de notre, on va essayer, au travers de nos propos, de traiter de tous ces sujets dans le temps qui nous est imparti. Alors, on va commencer par la cartographie d'un système d'information. Et je crois, Nadège, que c'est toi qui reprends la parole d'après ce que nous avons imaginé. Oui, en fait, dans le management des SI, pourquoi on vous parle de cartographie? Voilà, ça nous semble important d'être au clair et d'avoir bien. Enfin, c'est vraiment la première étape hein, dans un projet de feuille de route, de structuration de son système d'information, c'est de cartographier et d'avoir. Enfin, on parle d'état des lieux, donc l'état des lieux, ça se passe par des cartographies. Et donc, en fait, les cartographies, on va retrouver les différents étages que vous avez vus sur la diapositive précédente. C'est-à-dire qu'on a on va avoir des cartographies au niveau fonctionnel, au niveau applicatif et au niveau technique. On a 3 niveaux de cartographie qu'on peut appliquer dans la construction, la formalisation et l'inventaire qu'on peut faire de notre système d'information. Donc effectivement, la partie vraiment, ça commence par le bas, la partie cartographie technique, architecture technique, hein, c'est quel est l'inventaire de mon parc, qu'est-ce que j'ai comme parc informatique, quels sont mes serveurs, quelle est mon architecture réseau. Donc on a plusieurs typologies de cartographie ou de schémas qu'on peut faire hein, sur ces éléments techniques qui sont vraiment le socle, les fondations. Moi souvent je représente aussi le système d'information comme une maison, c'est-à-dire que voilà, cette partie-là, la partie basse, le socle, on ne le voit pas, c'est les fondations de la maison. Elles sont souvent enterrées et les utilisateurs ne les connaissent pas forcément bien, mais pour manager son système d'information, on a quand même besoin de cartographier son architecture réseau, son architecture système. Donc voilà, ce sont des éléments plutôt techniques et réservés, on va dire, aux techniciens, donc aux services informatiques. La deuxième strate, hein, l'architecture logicielle et de données, donc c'est tout ce qui est cartographie applicative, c'est quels sont les outils et les applications dont je dispose dans mon organisation. L'architecture fonctionnelle, elle va traiter des fonctions, donc plutôt de qu'est-ce que je dois faire, même si on a certaines fonctions qui vont être plus s'appuyer sur différents outils. Peut-être que pour faire un projet personnalisé d'accompagnement, vous allez utiliser de la bureautique, du DUI et peut-être d'autres outils. Et donc, on est vraiment sur la notion de fonction qu'on doit rendre. Donc, l'architecture et la cartographie fonctionnelle qui est plus en lien avec les besoins. On parle souvent de besoins fonctionnels. Donc, quels sont nos besoins fonctionnels qui peuvent trouver des réponses dans une ou plusieurs applications. Voilà, donc on retrouve la notion de strate hein, ou d'étage qui avait été présentée préalablement. On va pas parler de la partie, enfin on a aussi des cartographies au-dessus, hein, mais là on va se focaliser sur ces trois-là. Mais la cartographie des process métiers, moi j'y suis très attachée. C'est des choses, on va d'abord par les process, puis après on va trouver les déclinaisons au niveau fonctionnel, applicatif et technique. Et puis la stratégie SI qui elle, on doit d'abord définir sa stratégie pour ensuite construire, adapter ses process, son architecture fonctionnelle et ses applicatifs. Nadège, est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aussi à nos auditeurs le fait que la bonne position, c'est quand même d'arriver à naviguer au milieu de toutes ces strates. C'est vraiment d'avoir la bonne décision, c'est quand toutes les strates ont été instruites et investies et que tout match. Et c'est souvent une difficulté au sein des acteurs des établissements, c'est de dire moi je suis RSSI, je m'occupe vraiment que de l'architecture technique et un peu de l'architecture logicielle et des données. Je suis directeur d'établissement, ça m'intéresse pas trop la partie architecture technique. Or, les bonnes questions, c'est de se dire ma stratégie, mon processus, mon architecture fonctionnelle, mon architecture logicielle et mon architecture technique, est-ce que nos décisions font qu'on est capable de mettre en œuvre cette décision sur toutes les strates du système d'information et de l'association? C'est surtout d'être à l'aise sur à quel niveau on est positionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers vont parler des processus métiers, peut-être pas forcément l'architecture technique, mais c'est se dire que c'est bien comprendre que quand on décrit un process métier, je prends le process de recrutement par exemple, là c'est un process métier, le process de recrutement, à un moment donné, on va utiliser des applicatifs, mais on n'a pas forcément qu'un seul applicatif. Donc en fait aujourd'hui, c'est pas dans sa réflexion, quand on se positionne au niveau métier, il faut avoir conscience qu'on est dans une position métier, qu'en face de chaque
activité, on va peut-être pouvoir mettre un ou deux supports, une application ou autre, mais c'est qu'il n'y a pas forcément une cohérence unique, entre, il y a pas, c'est pas un applicatif, un processus. Et c'est bien savoir où est-ce qu'on se positionne et bien comprendre que la préoccupation du métier, c'est le processus métier. La préoccupation du SI, c'est de mettre en place un socle technique et des applications qui vont répondre et qui vont permettre de mettre en œuvre le processus métier. Mais c'est bien d'avoir conscience que ces éléments interagissent entre eux et se positionner au bon niveau par rapport à sa fonction et son rôle dans l'organisation. Super. Alors, pourquoi j'ai perdu mon écran? Voilà, ça y est. Alors, donc on va passer sur la slide suivante. Nadège, est-ce que tu pourrais, s'il Oui. te plaît, nous commenter une cartographie applicative? En fait, c'était pour illustrer, hein, on vous a parlé de 3 types de cartographie pour vous faire toucher un peu du doigt de ce que c'est qu'une cartographie applicative. Les prenez bien que à titre d'exemple, hein, ça ne se veut pas loi. Hein. Voilà, mais une cartographie applicative peut être vue de cette façon-là. Quels sont mes outils? Là, c'est plutôt orienté gestion. Quels sont mes outils de gestion des ressources humaines? Quels sont mes outils de paie, de gestion des temps, donc de planning au sens GTA, gestion des temps des activités? Quels sont mes outils de comptabilité, quels sont mes outils de gestion budgétaire. Voilà, donc en fait, on peut avoir un découpage parce qu'on peut avoir autant d'applications qu'on a sur ces aspects-là. En général, on n'a pas deux outils de paye, on n'en a comme qu'un seul, donc c'est bien dans ce sens-là qu'on est dans des outils, dans une cartographie applicative. Par contre, effectivement, vous voyez pas ici la notion de SIRH. On ne met pas la partie SIRH parce que peut-être que la SIRH, c'est plusieurs applicatifs. Si vous en avez qu'un, effectivement, ce sera peut-être le même outil qui apparaîtra dans ces différents applicatifs au sens de l'application. Application GPUC, application gestion de... Donc, il pourrait y avoir d'autres blocs, hein, selon votre organisation. Moi, à l'IRSAM, par exemple, j'ai un applicatif de gestion des notes de frais. Donc ma cartographie applicative, elle est plus développée. J'ai beaucoup plus de blocs que ce qui est représenté ici. Mais voilà, c'était une façon de vous dire, c'est un inventaire des solutions applicatives que vous pouvez avoir. Là, l'idée de la cartographie, outre des lignes d'inventaire, la cartographie, elle met en avant les liens éventuellement qu'il peut y avoir et les flux qu'on peut avoir entre différentes applications, entre la planning et la paye quand on transmet des éléments variables, par exemple, entre la paye et la comptabilité sur le journal des salaires. Ce sont des flux d'informations ou de données qui passent entre les différents outils, qui peuvent faire l'objet d'une interface technique ou pas. Parfois, c'est de la ressaisie manuelle, c'est pas grave, mais il y a un flux d'informations qui existe entre les différentes applications. Voilà, c'était juste pour illustrer ce que pouvait être une cartographie applicative. Donc, c'est l'ensemble des applications, solutions applicatives qu'on a, qui sont disponibles dans nos organisations. Et ça, c'est pas exhaustif. Pour un directeur qui prendrait ses fonctions dans un ESMS, c'est quand même pas mal d'avoir, de commencer vraiment par cette cartographie-là. Ça donne une bonne idée. On continue sur un deuxième sujet. Est-ce que Nadège, tu pourrais nous donner un exemple de cartographie fonctionnelle ou nous parler de ce sujet-là? Oui, donc la cartographie fonctionnelle, elle est différente de la partie applicative. Là, on parle vraiment de la fonction donc c'est vraiment ce qui est entre la cartographie applicative et les processus métiers. Donc en fait, on traduit les processus métiers qui vont être très transversales, ça va se traduire en fonction qu'on va retrouver ici. Donc ça, cet exemple-là, il est quand même assez éprouvé. C'est la cartographie fonctionnelle d'un système d'information dans une structure, dans un ESMS, qui est proposé par l'ANAP. Donc l'ANAP a proposé à travailler sur cette cartographie fonctionnelle et on s'approche plus de la logique processus avec ce que vous avez au milieu, c'est vraiment tout ce qui est plus des fonctions qui vont répondre au processus métier d'activité support, hein, c'est tout ce qui a trait à l'accompagnement des personnes. Donc, on retrouve en orange, qui est positionné là au milieu, c'est vraiment tout ce qui est accompagnement de l'usager ou de la personne accompagnée dans la structure. On va retrouver des fonctions qui sont assez, on va dire, assez communes dans toutes les structures. Certaines structures non médicalisées n'ont peut-être pas la gestion du circuit du médicament, mais dans les structures, dans les ESMS, on a toujours en général l'accompagnement de l'usager, la notion d'admission, de gestion administrative de l'usager, de soins. Même si on n'a pas la gestion du circuit du médicament, souvent on a quand même le soin. Et puis tout ce qui est relation avec l'usager et la coordination des acteurs internes externes. Donc ça, c'est vraiment assez éprouvé comme cartographie, hein, puisque ces fonctionnalités-là, on les a partout.
Et puis, on a tout autour ces fonctions, on voit en jaune les notions de pilotage, pilotage je suis d'activité, gouvernance de la structure, et puis d'autres fonctions qui sont plus support. Donc, la partie gestion des RH, gestion administrative et financière, qui sont des éléments support au fonctionnement de nos structures. J'ai une question de Oui. Patrice qui est pertinente. De mon point de vue, ne pensez-vous pas que l'audit informatique est peut-être plus pertinent pour démarrer dans un ESMS? Ils sont souvent petits et de vieilles pratiques et font de la carto du hardware et sa mise à niveau sont des fois urgents. Alors oui, sur le dernier point, je suis tout à fait d'accord. On a du retard sur le secteur médico-social, plus ou moins de retard selon les ESMS. Mais si on le regarde sur le plan général, effectivement, on peut constater que on a des pratiques, on n'est pas au goût du jour forcément des technologies, des modes SaaS, de tout ce qui peut être disponible pour avoir des SI efficaces et sécurisés. Néanmoins, un audit informatique, on y reviendra tout à l'heure. Oui et non. Oui, parce que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur, mais non, parce qu'il faut vraiment se garder, il faut maîtriser le sujet, il faut le comprendre et puis se garder peut-être d'avoir des prestataires qui vont trop loin dans la stratégie, qui vont trop loin dans les conseils. Vous verrez, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une super question qui va nous ouvrir les débats Mais dans les slides suivantes. je pense que, juste pour répondre, je pense que l'audit informatique, tout dépend ce qu'on met derrière. On peut diligenter des audits sur différents sujets. Et l'audit, alors je pense que ça peut être un super outil. Moi, je préfère parler de diagnostic plutôt que d'audit déjà. Enfin, je préférerais dire c'est bien de faire un diagnostic, d'avoir un état des lieux, un inventaire. Donc la cartographie fait partie des outils qu'on peut mobiliser pour faire un état des lieux, un inventaire. L'audit, il est plus, voilà, le diagnostic, ça peut être plus déclaratif. L'audit, c'est plus un peu prouvé. Voilà, ça peut être intéressant à certains moments. Mais j'avoue que oui, je suis d'accord, Patrice, c'est de la sémantique. Mais le diagnostic, pour démarrer, c'est peut-être encore plus intéressant que l'audit. Voilà, l'audit, il a déjà une notion un peu plus avancée et il faut arriver, voilà. Mais c'est un outil qui est aussi, je pense, effectivement, pour des structures qui n'ont pas forcément de compétences ou de ressources informatiques, ça peut être un bon point de départ. De mon point de vue, ça peut être un excellent point de départ. Alors, je continue sur les angles de vue de la structure. Bon, alors vous voyez, mon cadre là d'établissement, il commence à faire le grand écart. Parce que c'est nos fonctions, c'est nos métiers. Dans le secteur médico-social, il faut être omnicompétent, il faut être Shiva au milieu bras, il faut faire le grand écart en permanence entre les différentes contraintes. C'est nos métiers, c'est nos savoir-faire, c'est nos talents, nos compétences. Néanmoins, on a rajouté en plus donc des strates du système d'information, quelque chose de l'ordre de la vision. Voilà, de dire aujourd'hui, avoir une vision métier, avoir une vision infrastructure, avoir une vision applicative. Donc c'est le lien entre les étages du système d'information et la vision que l'on doit avoir en tant que cadre dans un ESMS. Tu veux compléter mes propos, Nadège, peut-être? Oui, moi je vais compléter aussi sous l'angle des ressources qu'on peut mobiliser dans une structure. Aujourd'hui, pour piloter un système d'information, on va le dire comme ça, effectivement, ça requiert des compétences à tous ces niveaux-là, en fait. Le DSI, effectivement, il va plutôt être positionné sur la notion de stratégie. Le RSI, RSSI vont être plutôt sur la partie architecture fonctionnelle, architecture logicielle et données. Nos métiers sont plutôt sur le process métier, même si on en a aussi. Et puis sur la partie technique, on est aussi dans des fonctions qui sont plutôt des fonctions, on va dire, plutôt de techniciens, donc des personnes qui vont déployer, gérer, manager, superviser. Le RSSI, pour le coup, lui, va plutôt être au niveau métier, plutôt organisationnel. RSSI, c'est responsable sécurité des systèmes d'information. Effectivement, comme dans nos organisations, on n'a pas forcément moyen pour mobiliser toutes les compétences au bon niveau. On a souvent une ressource et c'est très très compliqué de pouvoir effectivement choisir à quel niveau je positionne ma ressource. Si je prends un RSI qui va aller dépanner l'imprimante, ouais, peut-être que je surpaye le RSI, mais bon, le technicien, j'ai pas forcément moyen d'avoir un RSI et un technicien.
Donc c'est aussi ces questions-là. Donc c'est vraiment les différents niveaux et la difficulté qu'on peut avoir dans nos établissements pour répondre avec le bon niveau, avec la bonne compétence et le bon niveau à la demande. Et oui, on le connaît bien dans nos structures. Quand on est RSI, DSI, on va aussi dépanner l'imprimante, brancher le câble réseau, et c'est parfois pas toujours facile d'être à tous ces niveaux-là et de faire ce grand écart. D'ailleurs, vous verrez qu'on a utilisé plusieurs illustrations à plusieurs reprises de la présentation et on va vous en parler. Donc oui, vous voyez le cadre qui fait le grand écart, Patrick, je l'ai utilisé à plusieurs reprises parce que je trouve que c'est emblématique de nos métiers dans le médico-social. Alors, une fois qu'on a cartographié, on vous propose quand même d'élaborer une feuille de route stratégique. La cartographie, ça sert à ça sert à faire évoluer. Une fois qu'on a fait une photographie, où est-ce qu'on peut le faire évoluer? Alors, le premier point que l'on voulait aborder, c'est que il faut quand même essayer de prendre en compte toutes les dimensions de la feuille de route d'un système d'information. Des dimensions qui font intervenir tous les acteurs que vous avez, et j'en ai oublié. Que ce soit la tarification, que ce soit la cyber, que ce soit les possibilités d'obtenir un financement sur son DUI avec les fonds France Relance et le programme SMS numérique, avec les contraintes du département qui nous dit moi la télégestion, je veux un outil de télégestion parce que facturation, etc. Les contraintes de l'HAS en disant vous allez avoir une certification, donc votre système d'information il va devoir passer à la moulinette de la certification. Les tensions, les enjeux que peuvent vous faire participer, que peuvent vous donner vos fédérations, que ce soit le CINERPA, l'API, la FHF, la FEAP. Donc vraiment d'avoir une vue, de dire en fait moi ici il est à la croisée de pas mal de chemins et il faut le prendre en compte. Et donc là encore il y a mon gars qui fait le grand écart, hein, là-haut, je vais réutiliser. Ouais, je voulais juste compléter, oui, en fait ce qui est la feuille de route SI, pour moi, on fait un état des lieux, on prend les besoins, ensuite on définit notre cible, et puis on construit le chemin pour aller à la cible. Donc on a 4 grandes étapes, et en fait on est toujours là dans cette dimension, c'est vraiment la question d'état des lieux. En complément, donc les outils de cartographie qu'on vous a présentés, ils servent à faire un état des lieux. Où est-ce que je suis aujourd'hui dans mon organisation et avec mes outils informatiques. On vient compléter ça avec tous les enjeux, tout ce qui doit être pris en compte pour définir notre cible à 3-4 ans. Puis après, on va travailler comment on y va. Et effectivement, donc c'est vraiment, là, on est dans le complément. On a fait la cartographie, on sait à peu près où on est. C'est quels sont les enjeux aujourd'hui, à quoi je dois répondre. Et effectivement, les enjeux, on les prend, il y a des enjeux nationaux, il y a des enjeux au niveau du territoire, au niveau du secteur, et puis des enjeux internes qui sont finalement la stratégie propre et le projet associatif ou le projet d'établissement auquel on doit répondre. Voilà. Et puis dans les enjeux externes, on a effectivement la cybersécurité qui est aussi de plus en plus à intégrer dans cette feuille de route ici. Je continue avec un exemple de feuille de route. Nadège, on avait proposé cet exemple-là. Et alors, vous dire aussi que vous verrez à plusieurs reprises des petites illustrations. C'est Nadège qui m'a fait découvrir cette auteur-là, qui s'appelle Fix, et qui nous donne l'autorisation dans le secteur médico-social, Nadège, sous réserve de citer la source. Non, il faut bien la citer, c'est Fix Destinateur, effectivement. Je ne l'ai pas sollicité à chaque fois, mais oui, il était... Vous le trouverez, ces illustrations, elles sont publiques sur son site, mais c'est lui qui en est l'auteur. Donc, on respecte le droit d'auteur. Il a une vue souvent pertinente des organisations et je vous encourage à le regarder. Non, c'est pas libre de droit, Patrice, ce n'est pas libre de droit. Il faut bien le citer et il accepte qu'on le cite, mais c'est... Parce que c'est le secteur médico-social. Parce que c'est le secteur médico-social et que, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Allez Nadège, je te laisse la parole, excuse-moi. Oui, donc en fait, dans la démarche des méthodologies d'une feuille de route, donc on part de l'état des lieux, donc un inventaire, une cartographie, nos enjeux, nos besoins qui sont sur ces différentes dimensions, et puis on va définir finalement qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on travaille sur la cible et quels sont les projets quels sont les objectifs. Donc là c'est un exemple de feuille de route où on a remis en perspective les différents objectifs sur différentes dimensions. C'est vraiment qu'un exemple, mais il y a des éléments qui sont techniques, des éléments qui sont sur développer des outils de partage et de collaboration,
développer l'accessibilité, développer des usages et puis accompagner, former. Voilà, donc en fait, c'est quand on prend un peu de hauteur sur ces enjeux, voilà, on peut arriver à ce genre d'objectifs qui vont se traduire par un certain nombre de projets. Et donc voilà, c'est surtout ça vous voilà, c'est l'enjeu, c'est quand même d'avoir un peu de cohérence, ce qui est un peu compliqué souvent quand on fait l'inventaire des sujets qu'on doit adresser. C'est parfois un peu compliqué, on a l'impression d'être devant un mur et de pas savoir par quel bout le prendre. Donc c'est des sujets qu'on a un peu développés ensuite. Nadège, je suis totalement tes propos puisque tu nous as parlé de cohérence et nous allons aborder justement l'articulation des projets de manière cohérente. C'est le super enjeu. C'est-à-dire que c'est facile à écrire, c'est très facile et c'est très difficile à faire vivre et c'est très difficile à mettre en œuvre. La cohérence des uns et l'incohérence des autres. Et donc, quand même, articuler, trouver la moins mauvaise solution, puisque ça va être ça l'enjeu, c'est un sacré challenge. Oui, donc là, c'est le même, c'est la même feuille de route qui a été travaillée aussi sous un angle plutôt d'organisation technique par rapport à des prérequis, c'est-à-dire qu'avant d'aller développer les usages, les services accompagner les usages, eh bien, on a quelques éléments techniques à mettre en place. Donc, c'est souvent ce qui se voit pas. C'est vraiment des fondations. Mais voilà, ça permettait aussi de prendre conscience qu'avant de travailler sur la notion applicative, on allait d'abord travailler sur différents aspects. Et les flèches sont plutôt dans une logique de prérequis, c'est-à-dire que on va d'abord travailler sur un annuaire unique avant d'aller travailler sur la gestion documentaire, par exemple sur des droits, parce que si on refait l'annuaire des utilisateurs, on n'arrivera pas forcément à mettre en place des matrices d'habilitation et de droits. Voilà, des choses qui peuvent se faire en parallèle. On peut très bien travailler des aspects mis à niveau du réseau en même temps qu'on travaille la partie annuaire. Et tout ça, voilà, c'est simplement se donner un peu des perspectives pour se dire effectivement là-dessus. Et là, peut-être que souvent, on peut se faire aider sur ces aspects-là. Hein. C'est pour quand on n'a pas forcément c'est parfois difficile en fait quand on a des personnes, quand on parlait d'audit tout à l'heure avec Patrice. L'audit va vous dire votre annuaire il n'est pas à niveau, mettez à niveau votre annuaire. Voilà, c'est aussi parfois se faire aider sur aller plus loin, dans quel ordre et comment on peut travailler ces aspects-là. Alors, je continue, puisque avant aussi dans le contexte de la feuille de route, c'est bien de nommer les acteurs. Hein. Donc, voilà, on vous a présenté un exemple encore à des acteurs que vous pourriez mobiliser. Alors, Nadège, tu voulais préciser sur les acteurs quelques points, sur Alors, porteurs, ça chefs de s'applique, projet, oui. représentants. En fait, je pense que les types d'acteurs, bon, ça c'est pour la feuille de route, mais ça s'applique à tout type de projet SI, en fait. Hein. Il faut un porteur de projet, il faut un chef de projet, il faut que les métiers soient représentés. Donc, selon le projet et la feuille de route en est un, comme un autre, hein, définir sa feuille de route, c'est aussi un projet. Et puis, les DPO, donc ces différents acteurs, c'est important de les identifier. Et je crois qu'on fait un focus plus loin encore Oui. sur cette notion-là. Donc, mais voilà, c'était juste vous dire que pour faire une feuille de route, il faut que effectivement vous ayez quelqu'un qui en porte la responsabilité, quelqu'un qui soit chef de projet, hein, qui anime, organise et anime les différentes instances. Et puis, on a des représentants métiers qui sont indispensables. Hein, tous ceux qui utilisent, tout le monde est partie prenante hein, dans le système d'information. Et donc, sur la feuille de route, il faut aller aussi interroger les métiers qui sont très divers et variés dans nos structures. Alors, je reprends la parole pour vous parler des facteurs clés, mais plutôt sur un ordre managérial. Vous savez, en fait, je me dis, l'erreur que vous pourriez commettre si vous êtes DSI, RSSI ou directeur d'établissement, c'est vraiment de penser que un management de système d'information, ce n'est l'affaire que d'un seul cadre. C'est une erreur, c'est-à-dire c'est vraiment un projet qui mobilise tout l'établissement, qui mobilise toute l'équipe de direction. Donc, avoir en tête que pour réussir un tel projet, qui peut parfois donner le vertige. Vous allez voir les coûts que l'on va sur des exemples, tout ce que ça mobilise, les process, etc. Ça peut donner le vertige. C'est vraiment de dire un tel projet, il faut mettre en œuvre des stratégies d'accompagnement du changement sur l'ensemble de la structure. Donc mobiliser tous les acteurs,
convaincre les salariés, hein, mais par des usages concrets. C'est un projet qui mobilise une équipe de direction. Ce n'est pas l'affaire que du DSI, que du cadre de santé, etc. C'est toute l'équipe c'est un point qui mobilise toute l'équipe. C'est également bien comprendre les processus de politique publique. Actuellement, mon espace santé, l'alimentation du DNP, bon, ben, c'est un des processus de politique publique. La messagerie sécurisée de santé, c'est un autre processus, etc. Eh bien, il faut bien les comprendre pour finalement prendre les bonnes décisions. Et ensuite, en la matière, si vous êtes pris de vertige par rapport à tout ce qu'il y a à faire, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'avancer pas à pas. Et parce qu'en fait, vous allez voir que dans l'avancée, pas à pas, vous allez faire évoluer le système d'information avec des gains rapides. Et vous allez pouvoir également trouver des stratégies pour réorienter votre stratégie initiale. Donc, on va aborder ces thèmes-là dans cette slide-là. Donc, là, on est plutôt sur les facteurs clés de succès dans la feuille de route d'un projet donc de management du système d'information. Nadège, tu avais prévu dans ce slide-là, je peux le préciser? Ton micro est coupé. Pardon, du coup, j'ai oublié de réactiver le micro. Non, il semblait important quand on démarre dans le schéma, dans le process feuille de route, hein, quand on fait l'inventaire, quand on définit la cible et puis qu'on fait l'inventaire des projets, eh bien souvent, oui, ça fait peur. Donc on va parler comment est-ce qu'on priorise, comment on planifie, on programme en fait, hein, prioriser et programmer la mise en œuvre. Je pense qu'il y a quelques éléments qui sont hyper importants, c'est de nommer un porteur pour chaque projet, par exemple. Voilà, parce que si on fait la liste des projets mais qu'on ne dit pas qui en est responsable, à un moment où de le faire, c'est plus compliqué. Donc c'est pour moi essentiel d'aller au niveau de chaque projet nommer un porteur, de proposer une temporalité réaliste, c'est-à-dire que quand on met tout bout à bout et voilà, si on dit on fait tout ça entre 2024 et 2025, à un moment donné, ça ne passe pas. Faut être réaliste au regard des ressources dont on dispose et aussi la capacité de nos établissements à intégrer ce qui peut être parfois une surcharge, hein, parce qu'il y a des sujets qui sont sans impact, mais d'autres, souvent, quand on est dans les usages, il y a des impacts, donc arriver à les échelonner et les articuler aussi avec les autres projets qui sont ceux de l'établissement. Et puis, c'est aussi très compliqué d'aller se projeter. Si on se projette à 3-4 ans, il faudra aussi se dire que peut-être que ce qu'on se dit aujourd'hui, en 2028, on va avoir d'autres éléments qui vont venir s'ajouter ou en tout cas colorer ou influencer notre feuille de route. Et donc, c'est aussi avoir la capacité et la souplesse de réorienter et de se re-questionner régulièrement sur cette feuille de route. On a deux propos que je trouve pertinents, Nadège, et qui illustrent également la petite bulle humoristique là, du dessin de Fix. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir, en même temps que l'on essaie de faire évoluer un projet de grande ampleur d'évolution du système d'information, gérer le quotidien, gérer les utilisateurs avec des choses aussi basiques que je rentre de congé et puis j'ai oublié mon mot de passe, quoi. Et que ça prend un temps non négligeable dans nos structures. Et à qui ça n'est pas arrivé, moi le premier, ça m'est arrivé aussi. Donc vraiment étape par étape et savoir gérer tous les aspects. Et Patrice et Arnaud, vous avez raison, hein, on est des petites structures, hein, on n'est pas staffé comme ce que d'autres secteurs d'activité. Shiva au mis le bras, grand écart, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'impossible est mon métier, des choses comme ça. Mais c'est notre talent, c'est nos compétences et c'est notre raison de professionnelle. Oui, c'est bien on aussi. Passe... Mais vous avez raison, hein, vous avez raison. Néanmoins, on va quand même proposer quelques clés. Vous voyez, l'approche par quick win. Les quick wins, c'est identifier les actions à haut rendement parce que on va commencer pour embarquer les interlocuteurs. Les quick wins, c'est génial. C'est la conjonction. Un quick win, c'est la conjonction d'une importance haute ou critique avec une complexité faible et des coûts peu significatifs. Il faut les identifier. Nadège, tu veux peut-être nous donner quelques exemples là-dessus ou compléter ces propos? Oui, un exemple, souvent dans une feuille de route, alors peut-être que maintenant c'est plus généralisé, mais il fut un temps où il y avait des solutions, par exemple la dématérialisation du bulletin de paye. C'est un projet qui finalement
c'est assez simple à mettre en œuvre. Bon, il y a un coût, mais il reste abordable. Par contre, effectivement, ça peut se mettre rapidement en place. Enfin, moi, il y a encore pas très longtemps, j'avais des personnes qui imprimaient nos bulletins, qui les mettaient sous clé, qui les faisaient distribuer. Et en fait, voilà, le coffre-fort numérique et la mise en place du bulletin de paye dématérialisé, c'est un projet qui techniquement n'est pas très complexe parce que pratiquement tous nos éditeurs de logiciels de paye, en tout cas aujourd'hui, le proposent. Et puis, du coup, on a des gains importants en fait. Donc, c'est pour ça que c'était un exemple. Mais effectivement, quand on évalue les différents projets, certains sont très complexes techniquement, sont chers et ont une importance faible. Ben, c'est peut-être pas cela qu'il faut qu'on mette en œuvre tout de suite. Voilà, donc c'est évaluer effectivement ces projets-là avec sur ces trois angles importance, complexité et coût. Ça peut aider aussi dans la priorisation des sujets. Voilà, donc après donc effectivement le quick win, c'est bien d'en mettre un ou deux parce qu'en fait ça donne confiance aussi quand on arrive à faire à mettre en œuvre des petits projets qui parfois sont peut-être pas le plus important, mais qui montrent que c'est possible et qu'on peut avancer et qu'on évolue. Ben, ça fait du bien. La gestion Voilà. des notes de frais aussi. Il y a plein de solutions Oui, maintenant qui sont quand même tellement pratiques pour gérer les notes de frais. Ça change la vie des utilisateurs. Donc, voilà. on a encore notre sujet qui est cadencer, organiser les projets retenus. Donc, tu en as déjà touché un mot, mais on va Oui. peut-être pouvoir compléter les propos. Mais, bon, on en a déjà parlé, donc on peut aussi passer rapidement, hein. Oui, oui. Bah, en fait, voilà, une fois qu'on a priorisé, il faut quand même les programmer, donc les cadencer et les organiser sur une planification. Donc, en fonction de la priorité, bah, de la disponibilité des moyens humains et financiers, c'est souvent là que dans le médico-social, on reste un peu en difficulté. Et puis, il y a aussi dans l'organisation, la programmation, forcément des éléments qui sont de l'ordre de la disponibilité des prérequis techniques. C'est-à-dire que il y a des projets qui peuvent pas se mettre en œuvre tant que d'autres n'ont pas été enclenchés ou mis en œuvre. Donc, il y a des éléments qui sont de l'ordre du séquencement et des prérequis techniques. Et puis ensuite, bah, il y a la disponibilité des moyens humains et financiers qui vont forcément contraindre également notre capacité à mettre en œuvre. Alors, on passe sur la slide suivante parce qu'on a une formalisation. Ben, c'est ça. Mais on va aller très vite, hein. C'est là, moi, je pense que c'est important de mettre un responsable, même si parfois c'est facile c'est pas facile, pardon, de nommer un responsable. C'est peut-être la fonction Ou, parfois qu'on ou nomme. alors c'est toujours le même. Je rebondis sur les propos de Patrice et d'Arnaud. Ouais, Bah, sinon, c'est toujours le même, toujours moi qui m'y colle. voilà. Voilà, Donc là, bon, attention à ça. ouais. C'est une formalisation du portefeuille, mais ce que je préfère, c'est certainement les slides suivantes qui permettent d'avoir, outre la formalisation du portefeuille, d'avoir une programmation sur je ne vais pas les développer, mais là, on va détailler un peu les différentes étapes dans chacun des projets pour aller programmer sur les exercices qui viennent. Et donc, on est plutôt sur Alors, programmation trimestrielle, hein, parce que la feuille de route, elle est plutôt sur 3 à 4 ans. c'est ça. Moi, ce que je voudrais compléter, c'est une vue direction, là encore. Mm. Euh, Vous allez voir qu'on va pouvoir vous lister des exemples qui se chiffrent sur plusieurs années en plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, bah, c'est quand même un sacré sujet qu'il faut suivre, qui peut mettre en péril le fonctionnement financier d'une association, d'un établissement, etc. Donc, ces projets-là, les penser, les organiser, les planifier, même avec de la formalisation telle qu'elles sont affichées à l'écran, c'est important en regard des sommes engagées. Vous voyez, donc c'est vraiment un projet sur lequel bon, il faut essayer de penser à tout parce que c'est des sommes rapidement faramineuses. Je passe sur la slide suivante, Nadège. Oui, mais tu peux être directement sur partie financement parce qu'il est déjà 11h49 Ouais, et donc allez, en fait c'était des illustrations, hein, c'était vous pour les aurez. Vous voyez, là, voilà. on a on a 426 000 euros sur la partie investissement. Si vous le mettez, ça fait plusieurs millions d'euros sur cet exemple-là. Nadège? En fait, c'était juste là, c'était pareil, ne le prenez pas pour c'était une illustration encore une fois, mais voilà, l'idée c'était de se dire chaque projet aussi se chiffre financièrement, à la fois en termes d'investissement, de fonctionnement et de formation. Moi, je trouve que c'est important d'avoir ces trois à minima ces trois volets dans les estimations financières. Et simplement dire que dans le contexte actuel, on est de plus en plus à avoir un transfert des financements qui sont initialement dans un modèle économique plutôt investissement, c'est-à-dire que j'achète des licences et je les amortis et après je les utilise.
aujourd'hui, on est de plus en plus avec le développement des applicatifs en mode SaaS, avoir des charges en fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est des choses aussi qui font que, voilà, cet exemple-là n'est pas hyper significatif. On l'a sur le DUI, par exemple, hein, où effectivement, on voit plus de fonctionnement que d'investissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même aussi cette tendance lourde à avoir des modèles économiques qui évoluent et d'être de plus en plus avec des charges dans le fonctionnement plutôt que dans l'investissement. On aura toujours l'investissement en termes de matériel quand même, ou peut-être même certains sont déjà d'ailleurs en fonctionnement parce qu'ils font de la location de matériel, hein, ça peut être aussi le cas. Voilà, et donc la partie formation qui traite de l'accompagnement aussi hein, des professionnels et des usages, hein, d'accompagner des usages, ça passe par de la formation aussi aux outils. Alors qui finance? Il n'y a qu'une ligne dans les... Eh ben, Alors moi, c'est... ce que je peux déjà peut-être dire à Laurent, c'est que on a quand même la chance actuellement d'avoir un programme de financement relativement généreux sur la partie DUI. Le programme de SMS numérique, moi, je le lis comme étant un financement correct pour faire évoluer les usages sur la partie DUI. Mais tout le reste, bah, effectivement, vous avez raison, ça fait partie des CPOM et du global, du financement global d'une structure et avec des ressources qui sont rares, hélas. Donc, Alors, mais ouais. je pense, enfin, il n'y a qu'une ligne dans les dotations. C'est vrai que quand on négocie à la base, on n'a pas forcément de ligne sur ces aspects-là. Pour autant, je pense que dans les charges, elles existent. Aujourd'hui, beaucoup de structures ont des prestataires informatiques, donc ils ont une ligne sur la partie prestations informatiques. On n'a pas, voilà. Et en fait, aujourd'hui, pour autant, c'est pas identifié dans une ligne. Enfin, c'est vrai que ça fait défaut, et on n'a pas forcément d'objectifs dans nos CPOM liés en propre qui sont, comment dire, fléchés sur le système d'information. Je pense que c'est des choses qui doivent évoluer et il faut qu'on évolue aussi et qu'on arrive à de plus en plus identifier des lignes qui sont propres aux éléments. Moi, je prends mon cas, le matériel informatique, c'est une ligne qui est qui est aujourd'hui difficilement, enfin, n'a pas forcément le montant à hauteur de ce dont on aurait besoin, c'est vrai. Mais je pense que c'est important d'identifier et puis de plus en plus d'identifier en tant que tel dans nos CPOM, dans nos outils de financement, enfin dans nos CPOM et nos... Et puis, dans la remise à plat d'un SI, il y a des économies qui apparaissent. La renégociation, le changement d'organisation, le fait de passer en mode SaaS versus serveur, etc., c'est souvent source d'économies, de meilleure organisation, et c'est pas que des coûts, c'est aussi des ressources en face. Donc c'est à évaluer au cas par cas. Mais vous avez raison, Patrice, RGPD, mode SaaS et tout ça, et ça a un coût, mais il faut essayer de le faire tant que faire se peut à coût constant. Oui, alors le SaaS, attention à la gestion des données, accès sauvegarde, oui. C'est des choses, en fait, le mode SaaS, en fait, j'ai envie de dire, ça impacte beaucoup nos organisations, nos ressources et nos compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on passe en mode SaaS, on va gérer des contrats et des fournisseurs. On gère plus forcément les technologies. Et oui, donc les accès, les sauvegardes, c'est des éléments qui se négocient au niveau contractuel et sur lesquels on n'a pas forcément une maîtrise. Mais c'est des choses qui doivent être contractualisées auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas aguerri à ce type de... Et même quand on est aguerri, nos éditeurs ne nous aident pas forcément sur ces aspects-là. Nadège, Oui. compte tenu de l'heure, je te propose, tu sais, qu'on passe sur la partie 4 parce qu'en fait, les slides que l'on a évoqués, on en a quand même un peu parlé sur les partenariats, l'industrialisation des process. J'ai écouté tes propos et je me dis qu'on risque de perdre, de perdre nos interlocuteurs si jamais on ne parle pas des ressources dont ils peuvent disposer, de l'aide dont ils peuvent Oui, bien bénéficier. sûr. Ouais. Donc, les comités de direction, etc., on a abordé ce sujet-là dans le pilotage. On voulait aussi vous parler de la gestion de l'environnement et des prestataires du SI avec un message plutôt clé que je vais te laisser délivrer peut-être, Nadège, au sujet de la stratégie. Moi, je reste convaincue. Vous pouvez vous faire aider. Donc là, nous, on se le dit, on n'a pas forcément beaucoup de compétences ou de ressources en propre. Et donc, et notamment les programmes de financement nous aident et peuvent nous permettre de faire, de recourir à des maîtrises d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre. Donc là, c'était plutôt pour vous illustrer ce que c'est que la différence, enfin comment ce maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre s'articule.
je pense que quand on arrive à avoir des financements, qu'on se fait aider, notamment dans le cadre de programmes de financement, ce qu'il est important de retenir, c'est que la stratégie, les arbitrages, ça ne se délègue pas. En fait, c'est pas votre éditeur qui fait la stratégie, c'est pas votre éditeur qui doit faire les arbitrages. Il peut vous conseiller, mais l'arbitrage et la stratégie, ça reste en propre. C'est à vous, directeur d'établissement, DSI ou autre, d'avoir cette responsabilité-là. De la même façon, on peut avoir des leviers en mutualisant certaines fonctions. Voilà, mais la stratégie et les arbitrages, voilà, c'était un peu le message clé qu'on voulait faire passer. C'est une erreur qu'on voit régulièrement, hein. C'est-à-dire que des acteurs qui disent je maîtrise pas le sujet, mon prestataire m'a dit que je l'ai suivi, et puis quelques années après, on se rend compte que on n'aurait pas dû faire ça, quoi. Et donc attention, c'est l'erreur classique, hein, c'est l'erreur qui peut coûter cher. C'est un sujet qu'il faut maîtriser. Si voilà, il faut arbitrer sur quelque chose que l'on comprend, bien entendu, hein, en tant que cadre d'établissement. Encore une fois, il peut y avoir, nous, on vous invite, voilà, si on n'a pas de compétences en propre, se faire aider par des personnes expertes et compétentes, c'est important et c'est essentiel. Mais la décision, elle appartient à la structure et à l'organisation. Dans les slides d'après, on aborde le même champ lexical sur la sélection d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, sur les risques que vous prenez et qu'est-ce que sont les messages clés pour réussir le recrutement d'un prestataire externe en assistance à maîtrise d'ouvrage. Compte tenu de l'heure, Nadège, je te propose qu'on parle des ressources régionales dont peuvent disposer les établissements, et vous aurez la présentation en format PDF, donc vous pourrez le relire si vous voulez creuser un petit peu plus. Et si vous avez des questions, sujets, voilà. C'est des sujets sur lesquels vous avez envie d'échanger avec Jean-Rémy ou moi, on reste, vous avez dispo. Et donc là, quand même, il faut savoir que vous n'êtes pas tout seul là-dessus, hein, sur ces sujets-là. On a déjà un premier point, Nadège, un club de DSI et des RSSI médico-sociaux PACA. C'est génial, ça. Je te laisse en parler. Oui, donc on est en train de mettre en place un club des personnes en charge des SI. Hein, donc, parce que voilà, c'est pas forcément que des DSI ou des RSI qui sont en poste chez nous. Hein. Parfois, on a souvent le DAF qui fait office, qui a aussi la mission SI dans son escarcelle, ou le patrimoine ou d'autres. Donc en fait, voilà, l'idée c'était de faire communauté autour de ces problématiques-là. Donc des personnes qui ont cette préoccupation ou cette responsabilité. Donc il est tout neuf. Hein, le lancement s'est fait au début du mois. Et donc voilà, c'est une communauté de personnes en charge des SI. L'objectif, c'est de pouvoir échanger, réfléchir, co-construire, partager tout simplement, et se dire, moi, j'ai cette problématique-là, toi, tu fais comment, etc. Donc, ça s'appuie sur un espace collaboratif qui va être mis en place très, très prochainement. Des rencontres, une alternance de rencontres en distanciel tous les troisièmes mercredis du mois, donc de 9h à 11h. Et puis, l'idée de faire 3 fois par an une rencontre en présentiel. Il est où le club? C'est nous qui l'animons, Laurent, donc mettez-moi votre mail et je vous inclus dans le club. On va vous dire, ouais. Voilà. Pas de souci. La prochaine rencontre, c'est le 20, on a démarré le 16 octobre. Et le 20 novembre, on fait la prochaine rencontre. Donc, on vous ajoute dans la liste des invités. Et puis, on essaie de se rencontrer 3 fois par an. On vous met également à disposition, dans les liens, tous les outils de déploiement de gestion de projet de la NAP. C'est une bible. Donc vous avez plein de sujets qui peuvent vous être utiles, d'équipes pour les directeurs, notamment si vous, DSI ou RSSI, avez du mal à faire passer des messages auprès de vos directions. Je vous suggère l'idée, c'est parfois pas facile. Hein. Donc n'hésitez pas, le kit du directeur, pour acculturer vos propres acteurs internes sur ce sujet-là. Ne pas oublier aussi que, en fait, sur la région, vous avez Capsi, hein, sur la partie cybersécurité, avec qui nous collaborons au sein du GRAD, une super belle équipe. Le GRIV, quand vous avez des problèmes d'identité-vigilance. Pasquale, vous connaissez, PACA, sécurité, qualité. Vous avez des événements graves liés aux soins, vous avez des événements graves que vous devez communiquer à l'ARS ou à votre autorité de contrôle et de financement. Pasquale, il nous interpelle souvent en disant il y a des erreurs qui sont liées à mon système d'information. Il y a un grand nombre d'erreurs qui sont liées à mon système d'information. J'avais pas dit que Jean-Rémy avait une fracture du col du fémur, je l'ai levé, crac, fracture ouverte, etc., etc.
Le collectif médico-social, bien entendu, nous sommes à votre écoute et votre disposition et nous vous renseignerons avec un immense plaisir. Vous avez l'Aurore, vous avez le programme SMS numérique, etc. Et vous avez la petite flèche en bas de la présentation, l'ARS, l'ANS, tous ces acteurs-là qui sont des outils nationaux pour vous aider aussi sur vos démarches. Après, j'aurais mis, moi, au niveau du collectif, on reste vos interlocuteurs de proximité, donc n'hésitez pas aussi on pourra vous orienter vers des interlocuteurs en fonction de vos préoccupations. Laurent, le Pasquale, j'avais la même vue que vous. Je pensais que c'était ciblé sanitaire et pas médico-social. Sachez que Pasquale la majorité de ses interventions sont pour le secteur médico-social. La majorité de ces événements graves liés aux soins sont des déclarations du secteur médico-social. Donc on pense que c'est l'erreur opératoire, on pense que c'est l'erreur d'anesthésie, si on a coupé le bras gauche au lieu du bras droit, etc. La majorité des événements graves liés aux soins sont des situations médico-sociales. J'ai été très étonné. Et il n'y a pas que les EI, non, mais c'est voilà, dans leurs interventions, dans leur champ d'activité, quand ils regardent le temps de travail des équipes Pasquale, ils disent aujourd'hui, je crois que c'est 60% de leur activité, c'est sur le médico-social. Donc c'est très étonnant. On arrive au bout de notre présentation parce qu'il est 12h01 et nous on fait un point d'honneur à limiter nos interventions pour ne pas vous prendre trop de temps. On a répondu. Moi, j'ai bien noté, hein, c'est pour les prochaines visios du club et je vous ajouterai dans la communauté. Mettez-moi votre mail pour ceux qui veulent que je rajoute dans la communauté. Mettez-moi votre mail dans la conversation et dans la foulée, je les note et je les intègre dans notre liste de diffusion. Je vais créer la communauté. C'est une communauté Teams une équipe Teams qu'on va créer, donc vous aurez tous les éléments très rapidement. Je vous rajouterai aussi dans l'équipe Teams. On va créer là. Avec grand plaisir, c'est super chouette de voir cette communauté. Patrice et Laurent, écoutez, à la prochaine réunion, un plaisir de vous rencontrer. Et Arnaud aussi. Écoutez, merci pour votre participation, pour vos questions, pour votre attention. Vous aurez donc les slides au format PDF qui vont vous parvenir. Et encore une fois, nous sommes à votre écoute. Merci à tous. Bonne fin de semaine à tous et au plaisir de vous voir sur d'autres aventures. À bientôt.